Le mari vient d'un autre pays. Je me suis occupée toute seule de ma belle-mère, qui avait fait un accident vasculaire cérébral. Sur le point de mourir, elle m'a pris la main et m'a confié un terrain d'une valeur d'1 million de dollars. Ne le laisse pas découvrir, a-t-elle dit. 3 jours ont passé. J'ai été stupéfaite par la vérité. Je suis Maria, j'ai 28 ans. Je me suis mariée à 20 ans et je suis la belle-fille de la famille Cruz depuis 8 ans. Mon mari est José, il a 22 ans. Notre fils, Juan, a 7 ans. Il est à un âge où il pose toujours des questions. Pourquoi papa n'est-il pas encore rentré à la maison, maman? Ma belle-mère est alignée, elle a 59 ans. Elle était autrefois la propriétaire dynamique d'une épicerie Sari Sari au coin de la rue, toujours souriante et vive. Mais maintenant, elle est juste allongée là, mince comme un bâton sec. J'ai confié Juan à notre voisine, Aline Lydia, ce soir. Il s'est couché tôt, serrant toujours le vieux t-shirt de son père. C'était comme si, en le serrant, son père allait rentrer à la maison. Aline Lydia m'a envoyé un message, ne t'inquiète pas pour ta mère. Je m'occupe de l'enfant. Fais attention sur la route, il pleut. En lisant le message, j'ai ressenti à la fois de la gratitude et de la tristesse. Il y a des moments dans la vie d'une femme où l'on veut juste s'appuyer sur quelqu'un, mais quand on regarde en arrière, on doit juste tenir debout par soi-même. Le froid dans l'hôpital provincial la nuit était étrange, rampant du sol jusqu'à la poitrine. L'odeur de l'antiseptique se mélange à l'odeur des médicaments de l'autre chambre, rendant chaque respiration lourde. À la tête du lit, le moniteur de fréquence cardiaque bipait à plusieurs reprises bip, bip comme une horloge tournant au-dessus de mon cœur. J'ai regardé le nom sur le lit, Teresita Cruz, 1967, et soudain mes yeux se sont troublés. Toute une vie de dur labeur, et en vieillissant, tout ce qu'elle pouvait entendre était le son des machines au lieu des voix de ses enfants et petits-enfants. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai tenu sa main froide et sèche. Sa peau était fine et ses veines ressortaient comme des branches sèches. Aline T était sur le côté, même si ses yeux étaient flous, elle essayait toujours de me regarder. Elle a appelé, Maria. La voix était rauque, comme si elle était portée par le vent. Oui, maman. Je suis là, ai-je répondu en m'inclinant. Depuis qu'elle est tombée malade, j'ai pris l'habitude de parler doucement de peur qu'elle ne se fatigue encore plus. J'ai ajusté sa couverture et frotté mes paumes l'une contre l'autre pour les réchauffer. Je les ai placées sur le dos de sa main, juste un peu de chaleur, mais c'est tout ce que je peux donner. La porte s'est ouverte et l'infirmier de garde est entré. Il a fermé le rideau et a dit, restez calme. Elle est faible. J'appellerai le médecin si nécessaire. Il est parti, laissant derrière lui l'odeur de l'alcool. J'ai hoché la tête mais j'avais l'impression que quelque chose était coincé dans ma gorge. J'ai vérifié mon téléphone. Un message de José est apparu. Juste 4 mots, j'ai beaucoup à faire. Il n'a même pas demandé comment allait sa mère ou si j'avais mangé. C'est tout. Je me souviens que cet après-midi, avant d'emmener maman à l'hôpital, je l'ai appelé 3 fois. Au premier appel, il n'a pas répondu. Au deuxième, il a répondu avec de l'agacement dans la voix. Je suis en réunion, a-t-il dit. J'ai dit que maman avait du mal à respirer mais, oh, ça va, a-t-il répondu avant de raccrocher. Au troisième appel, il n'a pas répondu. J'ai envoyé un message, maman est dans un état grave. Peux-tu rentrer? J'ai vu que le message avait été lu, mais il n'y a pas eu de réponse. Dehors, la pluie tapote sur la vitre. À l'intérieur de la chambre, le bip-bip continuait de résonner sans pitié. On dit, la feuille retombera sur l'arbre, mais pourquoi cet arbre doit-il attendre qu'une belle fille surveille chacun de ses souffles? Aline T a soudainement bougé et a saisi mon poignet une prise faible, mais j'ai été surprise. Maman, ça fait mal, ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a secoué la tête lentement. Ses lèvres s'ouvraient et se fermaient comme si elle voulait dire quelque chose mais manquait de souffle. Je lui ai proposé de l'eau, mais elle a juste secoué la tête. Soudain, les souvenirs sont revenus. Quand j'étais fraîchement marié, nous étions pauvres, mais il se passait toujours quelque chose dans la cuisine. Aline T disait, nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous devrions avoir de l'amour. Elle me donnait la meilleure partie du poisson pendant qu'elle gardait la tête. J'étais gêné, mais elle riait et disait, tu es encore jeune. Mange pour devenir plus forte. Je croyais autrefois que si je persévérais,
tout irait bien. Mais il y a des mères qui n'ont pas été créées par le ciel mais par le cœur humain. Il y a un dicton, ce que tu sèmes, tu le récolteras. J'ai peur que Rohan ne souffre à cause des erreurs des aînés. La prise d'Alingté sur ma main s'est soudainement resserrée. Ce n'était plus faible, c'était un dernier appel. Je l'ai regardée, et elle m'a regardé aussi. Ses yeux étaient profonds et clairs. Écoute, mon enfant, a-t-elle chuchoté. Chaque mot semblait être tiré de sa poitrine. Oui, maman. Dis-moi. J'écoute, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme alors que mon cœur battait la chamade. Elle a regardé la porte comme si elle avait peur que quelqu'un entende. Elle a levé un doigt tremblant et a montré le bas de son oreiller où se trouvait un petit sac en tissu. J'allais le prendre, mais elle a retiré ma main et a secoué la tête. Elle voulait faire comprendre qu'il ne fallait pas se précipiter. J'ai dégluti. Une nervosité m'a envahi. José n'était pas là, et ma belle-mère me regardait comme si elle me confiait quelque chose. José. Ne lui fais pas entièrement confiance, a-t-elle dit en phrases courtes qui ont suffi à me paralyser. J'ai été stupéfaite. Avant que je ne puisse poser de questions, elle a commencé à halter. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. J'ai rapidement appuyé sur la sonnette pour appeler l'infirmier tout en lui tenant la main et en chuchotant « Maman, je suis juste là ». L'infirmier et le médecin sont entrés immédiatement. Ils parlaient à voix basse. Le médecin m'a regardé et a dit « Préparez-vous ». Ces mots ont été comme un gros rocher tombant sur moi. Je me suis assise, incapable de pleurer, mais ma gorge me semblait se remplir de fumée de bougies. Dehors, la pluie tombait toujours. À l'intérieur, la machine bourdonnait encore. Et dans mon cœur, un grand vide s'est ouvert pas seulement à cause de la peur de perdre ma belle-mère, mais parce que je savais qu'à partir de ce moment, il y avait des vérités que je ne pouvais plus ignorer. Après que le médecin a dit cela, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Les anciens disaient que la vie et la mort ont un temps fixé, mais qui est prêt face à cela? J'ai juste hoché la tête. Ma bouche était raide. L'infirmier a tiré le rideau et m'a dit de ne pas déranger la mère. Ils sont partis. Nous sommes restés toutes les deux sous la lumière pâle. La respiration d'Alingté était laborieuse. Ses yeux s'ouvraient occasionnellement comme s'ils essayaient de tenir bon. Je me suis incliné et, même si ma voix tremblait, j'ai essayé d'être poli. Maman, si tu as des ordres, dis-les simplement. J'écouterai. Elle a levé sa main fine. Elle n'était plus aussi ferme qu'avant, mais le bout de ses doigts essayait toujours de s'accrocher à moi. C'était comme une personne qui se noie et s'accroche à une paille. Elle a rapidement jeté un coup d'œil à la porte et a forcé ses lèvres à s'ouvrir. Ouvre le sac sous l'oreiller. Cette fois, elle m'a permis de prendre le petit sac en tissu. Il était vieux, mais les coutures étaient solides et il était noué avec un fil résistant. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une pile de papier plié et une enveloppe épaisse. Avant que je ne puisse l'examiner de près, elle a toussé bruyamment et ses yeux se sont rétrécis comme pour me rappeler de ne pas me précipiter. Écoute-moi d'abord avant de regarder ça, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête plusieurs fois. J'avais beaucoup enduré dans cette vie, mais c'est seulement maintenant que je me sentais si petite assise à écouter une dernière volonté qui pourrait changer le destin de notre mère et le mien. Alingté a fermé les yeux un instant comme pour rassembler ses forces. Puis elle a ouvert les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était plus celui d'une personne malade, mais celui d'une mère qui avait réfléchi longuement et profondément à la terre. 1 m² de terrain. Je l'ai acheté il y a longtemps, a-t-elle dit lentement. Chaque mot semblait être tiré du plus profond de sa poitrine. Maintenant, à côté de la nouvelle autoroute, quelqu'un en offrait 1 million. J'ai entendu cela et mon monde a semblé basculer. 1 million? Je n'avais jamais tenu plus de quelques milliers de pesos. Durant toute sa vie à vendre dans une épicerie sari-sari, économisant sur chaque paquet de glutamate et bouteille de sauce de poisson, je n'aurais jamais pensé qu'elle économiserait une somme aussi importante. J'étais stupéfaite et j'en oubliais de respirer. Maman, 1 million, ai-je chuchoté, effrayé que quelque chose de fragile ne se brise si je haussais le ton. Alingté a hoché la tête lentement. Ses lèvres tremblaient, mais sa voix était un peu plus stable. Pour toi. Pour Rohan. Quand j'ai entendu le nom de mon fils, mon nez m'a soudainement démangé. J'ai regardé sa main et son visage voûté,
et soudain j'ai compris. Elle ne parlait pas d'argent, elle parlait de demain. On dit, l'héritage est plus important que la richesse. Elle essayait de laisser à son petit-fils une bénédiction en utilisant toutes les forces qui lui restaient. J'ai dégluti. Mais, mère, il y a José, ton fils. Pourquoi? Aline T a immédiatement resserré sa prise sur ma main et ses yeux se sont agrandis dans un avertissement clair. Elle a forcé son menton vers le haut. Elle a prononcé chaque mot comme si elle était frappée, ne le laisse pas savoir. Mon dos est devenu froid. Ces mots n'étaient pas un ordre ordinaire, ils étaient un avertissement de quelqu'un qui avait vu quelque chose d'effrayant. J'ai balbutié, pourquoi José ne peut-il pas savoir? C'est mon mari, le père de Rohan. Aline T a soupiré et sa gorge râlait. J'ai immédiatement caressé son dos, mais elle a secoué la tête, un signal que je devais écouter davantage. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient pleins de pitié et de douleur, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas former les mots. J'avais déjà préparé les papiers, a-t-elle continué. Sa voix semblait s'effondrer. Il y a un tampon de la municipalité. Tu peux le vendre légalement. Personne ne peut te rattraper. J'ai ouvert les papiers et je les ai parcourus rapidement. J'ai vu les tampons rouges, les signatures et les noms. Je ne suis pas une experte en droit, mais j'ai compris une chose, elle avait préparé le chemin pour moi. Elle l'avait préparé soigneusement, comme si elle craignait que je ne sois acculé. Aline T a fermé les yeux. Des larmes se sont formées au coin de ses yeux. Elle a dit, presque dans un murmure, « Enfant, dans la vie, l'avidité excessive est nuisible. J'ai peur pour lui. » J'ai été stupéfaite. Je me suis soudainement souvenu des appels de José ces derniers jours. Sa voix était toujours irritée. Quand je disais qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les médicaments, il disait, « Oh, c'est bon. » Une fois, je lui ai dit que Rohan s'ennuyait de lui. Mais il a répondu avec colère, « Ne me dérange pas. » Je m'étais dit à l'époque qu'il était normal pour un homme travaillant à distance d'être de mauvaise humeur. Mais les mots de ma belle-mère aujourd'hui étaient comme une gifle forte à mon subconscient. Je voulais lui demander ce qu'il avait fait, mais je ne pouvais pas. J'ai peur de la réponse qui pourrait me briser le cœur. Aline T a ouvert les yeux et m'a regardé comme si elle me suppliait. Maria, garde cela pour moi, pour mon petit-fils. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Les mots « tu es la seule en qui j'ai confiance » m'ont fait pleurer. Mes larmes chaudes ont coulé sur le dos de sa main. Je les ai immédiatement essuyées. Je ne voulais pas qu'elle me voie faible, mais plus j'essuyais, plus elle coulait. Je suis sa belle-fille depuis 8 ans. Je me suis occupé d'elle, du magasin et de la maison. Je pensais être forte. Mais il s'avère que les gens ne sont forts que jusqu'à ce que leur point faible soit touché. Tu peux compter là-dessus. Je te le promets, ai-je dit comme si je promettais de prendre soin de Rohan et de respecter ses instructions. Aline T a hoché la tête lentement. Ses yeux se sont un peu éclaircis comme si une épine avait été retirée. Puis elle a soudainement froncé les sourcils et sa respiration s'est accélérée. J'ai paniqué et j'ai appuyé sur la sonnette pour appeler l'infirmier. J'ai entendu des pas, la porte s'ouvrir et les ordres du médecin. Tout semblait être un bourdonnement à mes oreilles. Tout en l'examinant, Aline T a forcé sa tête à se tourner vers moi. Sa main a cherché la mienne pour la dernière fois. Je l'ai immédiatement saisie et l'ai pressée contre ma joue. Sa peau était aussi froide que la rosée. « Maman, je suis là. N'aie pas peur, ai-je dit. Mais c'est moi qui ai peur. » Aline T m'a regardé. Plus de reproches, plus de colère. Il y avait juste une chose étrange, la détermination de quelqu'un qui a choisi la bonne personne en qui avoir confiance. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour ajouter quelque chose de plus, mais il n'y avait plus de souffle. Soudain, le rythme de la machine à côté du lit a changé. Le médecin a dit quelque chose que je n'ai pas entendu. J'ai juste vu les doigts d'Aline T lâcher lentement ma main. Aussi léger qu'une feuille tombant dans un lac, il y a eu un moment de silence, puis quelque chose s'est effondré à l'intérieur de ma poitrine. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assise là, fixant ma main. Elle semblait toujours froide, comme si elle tenait un morceau de papier qui n'avait même pas chauffé. Dehors, dans le couloir, ils ont fermé le rideau. Quelqu'un a touché mon épaule et a dit « Je suis désolé pour vous ». J'ai hoché la tête en réponse. Dans ma main,
le sac en tissu me semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais touché. J'ai pris mon téléphone. L'écran était toujours silencieux. Il n'y avait pas un seul appel manqué de José. J'ai regardé le visage d'Aline T pour la dernière fois. Je me suis soudainement souvenu de ce qu'elle disait quand elle était encore forte, l'eau coule dans les endroits bas. Une personne qui vit doit savoir comment l'éviter. Cette nuit-là, j'ai compris. À partir de maintenant, je ne peux plus vivre sans me soucier de rien. Je dois apprendre à éviter les dangers pour mon enfant et pour moi-même. Je ne me souviens pas comment j'ai géré les papiers. Tout ce que je sais, c'est que pendant que nous ramenions maman à la maison, la pluie tombait toujours et la route dans la province était glissante, comme si elle avait été enduite d'huile. L'ambulance s'est arrêtée devant la maison. Les voisins sont sortis et la cour s'est remplie. Ils disaient tous qu'Aline T était gentille même si elle était pauvre. Les mots de sympathie étaient comme un vent qui passe parce que le poids sur ma poitrine était tout ce que je pouvais ressentir. Aline Lydia attendait. Rohan regardait par derrière la porte. Quand l'enfant m'a vu, il a couru et m'a serré fort par la taille. Je me suis baissé et j'ai caressé ses cheveux. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à ce que ça fasse mal. Grand-mère était tellement fatiguée, mon fils. Elle se repose. Rohan a cligné des yeux. Il ne comprenait pas encore tout à fait le mot reposer. Il a regardé autour de lui. Il cherchait Aline T comme un ver qui était toujours à table. Je l'ai juste serré dans mes bras. J'avais l'impression d'avoir une arête de poisson coincée dans la gorge. Pendant que les gens disposaient les tables, installaient les tentes et préparaient les vêtements de deuil, je suis entré tranquillement dans la chambre. J'ai ouvert ma vieille boîte en fer. J'ai mis le sac en tissu à l'intérieur et je l'ai fermé. Mes mains tremblaient. Je me souvenais des instructions de ma belle-mère. Elles étaient aussi claires que si elle venait de les dire à côté de moi. Un secret, plus il est important, plus il doit être enterré profondément. Le feu près du foin finirait par s'enflammer. J'avais peur qu'avec une seule erreur, tout ne tombe en cendres. Le lendemain, à 6 heures pile du matin, la musique funèbre a commencé à jouer. Dans la cuisine, une marmite de bouillie bouillait. L'odeur de l'ail était accablante, mais personne ne s'en souciait. Quelques parents sont arrivés tôt pour s'occuper de la cuisine, des invités et de l'hôtel. C'est comme ça à la campagne, triste mais pas chaotique. Tout le monde essayait de faire son devoir. Je portais des vêtements de deuil, debout devant l'autel. La fumée des bougies montait, elle me brûlait les yeux. J'ai regardé la photo de ma belle-mère. Elle souriait. Tout comme lorsqu'elle était forte, Aline T disait toujours, un bon caractère est plus important qu'un nom. Maintenant, son nom était évoqué par tout le village. Pendant que je me tenais là, j'avais mal et je m'inquiétais d'un autre bruit qui pouvait survenir à tout moment, le bruit d'une dispute. Le téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ouvert. C'était juste un court message de José envoyé hier soir, j'ai beaucoup à faire. C'était comme une blague que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux, une personne occupée sans responsabilité. Je n'ai pas ri. J'ai juste senti un frisson ramper de ma nuque jusqu'à mon dos. Aline Lydia est venue et a chuchoté, appelle-le encore, Maria. Ce sont les funérailles de sa mère. Il ne devrait pas te laisser seul ici. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête lentement, non pas parce que je ne voulais pas appeler, mais parce que je ne pouvais pas. Et même si je le pouvais, je ne savais pas quoi dire maintenant qu'il y avait un avertissement dans mon esprit de la part de la personne qui venait de s'éteindre. Il était presque 10 heures du matin quand il y a eu le plus de visiteurs. Une camionnette s'est arrêtée à la porte. José en est sorti. Il portait un polo noir, un pantalon noir et était coiffé. Au premier coup d'œil, il avait l'air décent, mais ses yeux étaient agités. Ce n'était pas comme quelqu'un qui était venu pour faire son deuil, mais comme quelqu'un qui était venu vérifier ce qui restait dans la maison. Il est entré, s'est incliné devant l'autel et a allumé une bougie. Ses mains n'ont pas tremblé. Ses épaules n'ont pas bougé. Si vous ne saviez pas, vous penseriez qu'il remplissait juste une obligation plutôt que de dire adieu à sa mère. Quand il a fait face à ses parents, il a parlé fort. J'étais loin, mais quand j'ai appris la nouvelle, je suis rentré immédiatement. Quel fils inutile je suis. Certains parents ont hoché la tête. C'est bon. Ce qui compte, c'est que tu sois rentré. Quelqu'un a même tapoté son épaule pour le réconforter. Je me tenais à quelques pas de là, regardant,
et mon cœur était rempli d'amertume. Je n'avais pas besoin qu'il joue la comédie, j'avais juste besoin d'honnêteté, ne serait-ce qu'une fois. Quand José m'a vu, il s'est approché et a tiré sur ma manche. Sa voix était douce mais pressante. « Comment vas-tu? Où est Rohan ?» J'ai montré à ligne Lydia, qui emmenait Rohan saluer les invités. « Il est là. » Il a hoché la tête et a demandé immédiatement, rapidement et clairement, avant que mère ne meure, a-t-elle dit quelque chose? Je me suis figé à cette question pas à cause des mots, mais à cause de ses yeux. Me souvenant des yeux de la femme qui mourait, j'ai retenu mon souffle et j'ai répondu correctement. Mère était faible. Le médecin nous avait déjà dit de nous préparer. Les choses se sont passées vite. Le visage de José s'est ridé. Il n'y avait pas de papier? Mère ne t'avait rien donné? Elle aimait cacher les choses. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû me rappeler de rester calme. J'ai répondu brièvement, occupons-nous d'abord des funérailles de mère. Ensuite, nous pourrons parler d'autre chose. Il a forcé un sourire insatisfait mais est immédiatement retourné parler aux parents. Je l'ai entendu parler des difficultés de la vie à Manille, comment il était toujours occupé et n'avait jamais de temps entre les réunions. Ces mots faisaient que les gens avaient pitié de lui. À ce moment-là, j'ai compris le dicton sur un Santon Caballo, un hypocrite. Ce n'est pas toujours vrai pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont éloquents et à craindre. Le déjeuner est arrivé. Les invités mangeaient et les couverts étaient bruyants. J'étais occupé à m'occuper d'eux, à donner de l'eau et des serviettes. Une tante m'a tiré à part et a chuchoté, « Maria, comment se passe le travail de José? Il dit qu'il est tellement occupé qu'il rentre rarement. » Je me suis forcé à sourire. Oui, ma tante. Ça dépend. Après avoir dit cela, je suis parti immédiatement. Je ne voulais pas ajouter de mots pour améliorer son image, mais je ne voulais pas non plus le discréditer le jour des funérailles de sa mère. Le respect pour la défunte est important. J'avais encore besoin de maintenir la paix pour ma belle-mère. C'était l'après-midi. Les gens rentraient doucement chez eux. José est entré dans la chambre et a regardé autour de lui. Ses yeux se sont arrêtés sur la vieille armoire, puis sur l'épicerie Sari Sari, comme s'il cherchait quelque chose à vendre. Il s'est tourné vers moi, sa voix baissant. « Avons-nous des dettes ?» J'ai répondu, « Les factures médicales et d'hôpital sont toutes répertoriées. » Il a hoché la tête et a dit quelque chose qui était facile à entendre mais qui a transpercé le cœur, « D'accord. Pour pouvoir calculer, maintenant que maman est partie, nous devons tout régler. » J'ai entendu le mot « régler », mais on aurait dit qu'il voulait dire « diviser ». Je n'ai rien dit. J'ai tranquillement emmené Rohan à l'intérieur pour qu'il retire ses vêtements de deuil. L'enfant a chuchoté, « Maman, papa est à la maison. Pourquoi ne suis-je pas heureux ?» J'ai été stupéfaite et je l'ai serré fort. Parce que maman s'ennuie de grand-mère. Elle te manque aussi, n'est-ce pas? Rohan a hoché la tête, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, alors qu'il ne restait que quelques parents pour veiller sur le cercueil, je me suis assise seule sur le bord du lit, écoutant le vent bourdonner à travers le métal. José était allongé dans le salon. La lumière de son téléphone n'arrêtait pas de clignoter à cause des messages incessants. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste regardé le plafond et je me suis dit d'avoir la foi et d'être prudente. J'ai fait une promesse à ma belle-mère, et je tiendrai cette promesse. Mais j'ai commencé à sentir quelque chose s'insinuer dans notre maison. Ni vent, ni pluie, mais l'avidité. En y repensant, je suis la belle-fille de cette famille depuis 8 ans. Il y a des souvenirs qui semblent dater d'hier. Quand je suis arrivé ici, j'avais seulement 20 ans et José en avait 21. Nous avons eu un mariage somptueux. Il n'y avait pas de voiture de mariée luxueuse. Une seule tente se dressait dans la cour. Il y avait des rangées de tables en plastique et le son du karaoké résonnait dans tout le barangay de la province. Le mariage est une question de connexion humaine. Tout le monde aide. Quelqu'un coupe les légumes, quelqu'un lave la vaisselle, quelqu'un sert la nourriture. Ma mère est morte tôt, alors mon père était avec moi ce jour-là. J'étais heureuse mais nerveuse. J'avais peur que les gens disent qu'être une belle-fille est difficile. Mais Aline T ne m'a pas fait peur. Elle était petite, brune, et portait toujours ses cheveux en queue de cheval. Elle ne disait pas de paroles douces. Elle m'a juste regardé de la tête aux pieds.
Puis on m'a emmené à la cuisine et on m'a donné un bol de ginatang bilo chaud. Mange d'abord, mon enfant. Tu as été occupé ces derniers temps. Maintenant que tu es à la maison avec ton mari, nous sommes une famille. Je me souviens de cette histoire. La douceur était juste ce qu'il fallait. L'odeur du lait de coco est un goût de la province. Cette douceur m'a calmé plus que sans promesse. Aline T n'est pas comme les belles-mères dans les films. C'est juste une femme travailleuse avec une boutique sari-sari au coin de la rue, vivant simplement. La boutique ouvre le matin, ferme l'après-midi, et elle allume des bougies la nuit. Lors de notre première nuit, nous n'avions pas de chambre luxueuse. Seul un coin de la maison était aménagé pour nous, avec un lit en bois et une moustiquaire qui commençait déjà à jaunir un peu. José se grattait la tête et souriait timidement. Faisons comme ça pour l'instant, je vais économiser pour que nous puissions avoir un meilleur endroit où vivre. Je l'ai regardé alors et j'ai eu de la peine pour cet homme simple mais honnête. J'ai dit, je ne demande pas une grande maison. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu ne m'abandonnes pas. José a souri et m'a doucement tapoté le front. On dit, quand on aime, il faut faire confiance. Tiens, fais-moi confiance. Puis il a ri comme s'il avait honte de ce qu'il venait de dire. J'ai ri aussi, et puis j'ai ressenti la paix d'une jeune personne qui croit que la nourriture de demain sera plus abondante que celle d'aujourd'hui tant que nous travaillerons tous les deux dur. Au cours de mes premiers jours en tant que belle-fille, je me suis formé à la vie ici. Aline T était réveillée à 4h30 du matin, faisant bouillir de l'eau et nettoyant le magasin. J'avais encore sommeil, mais elle frappait à la porte. Maria, mon enfant, réveille-toi. Aide-moi. Parce que tu es nouvelle, je ne te forcerai pas à travailler dur, mais il vaut mieux que tu apprennes pour l'avenir. Sa voix semblait rappeler mais pas réprimander. Je suis sortie encore un peu maladroite. Elle m'a appris à ranger les bouteilles d'huile pour qu'elles ne se renversent pas, comment placer les nouilles instantanées face aux clients, et comment peser le sucre. Elle enseignait en montrant, pas en criant. Un jour, j'ai fait tomber un plateau d'œufs. Des œufs cassés étaient éparpillés sur le sol. J'étais stupéfaite, mon cœur était dans mes talons. Je pensais que je serais grondée. Mais Aline T a juste soupiré, s'est penchée pour ramasser les coquilles brisées et a dit, c'est cassé, alors nettoie-le simplement. La vie est plus importante que les choses. Mon enfant, ne pleure pas là. J'étais gêné et touché. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris ces mots. Tout le monde n'a pas assez de patience pour considérer les dégâts comme une affaire mineure, surtout quand les temps sont durs. À cette époque, José travaillait près de chez nous. Quand il rentrait l'après-midi, il m'aidait à faire la vaisselle et à balayer. Une fois, alors que je coupais des légumes, il a apporté une bassine d'eau et a dit, ne fais pas ça. Je vais le faire. Toujours affrimé et les hommes d'aujourd'hui sont aussi bons en cuisine, ils ne font pas que jouer. Je l'ai regardé. Assure-toi de t'y tenir. Il a souri. Notre nourriture à l'époque était simple. Quand c'était la saison des pluies, nous mangions du porridge. En été, nous avions du poisson à la vapeur et une assiette d'œufs. Aline T me donnait toujours les meilleures parts. Je me sentais gêné, mais elle disait, tu es encore jeune. Mange pour devenir plus forte. Ce sera plus difficile quand j'aurai des petits-enfants. Je pensais qu'elle plaisantait, mais au final, tout s'est avéré vrai. Aline T avait une habitude. À la fin de la journée, elle s'asseyait à une petite table. Elle ouvrait un vieux cahier et écrivait. Quand je la regardais, elle souriait et disait qu'elle écrivait pour ne pas oublier. L'argent, si tu ne l'écris pas, il disparaîtra tout simplement. Puis elle sortait des pièces et des billets de sa poche. Elle les triait et les mettait dans une boîte de conserve. Elle n'achetait pas de nouveaux vêtements ni de maquillage. Quand quelqu'un disait qu'elle était avare, elle répondait simplement, les petites économies grandissent. Nous sommes pauvres, alors nous devons nous préparer pour la saison des pluies. Les mots se préparer pour la saison des pluies, je ne les comprends que maintenant, ne concernent pas seulement la pluie du ciel mais aussi la pluie du cœur de l'homme. Dans les premières années, je croyais vraiment que j'avais de la chance. Je n'étais pas riche, mais j'avais un foyer, de la nourriture chaude, des rires, et une belle-mère qui aimait sa belle-fille dans ce petit barangay. Chaque soir, je m'asseyais dehors, regardant la lumière jaune du magasin, écoutant les motos passer, et mon cœur était en paix. Je pensais que ma vie serait ainsi, lente, simple, mais décente. Je n'ai remarqué qu'une chose.
Parfois, je voyais José regarder le basket avec ses amis. Il faisait du bruit, parlait de Paris. Quand il me voyait regarder, il souriait. À quoi pensais-tu? On regardait juste pour s'amuser. Je le croyais parce qu'à l'époque, il était encore le gars qui rentrait à l'heure, demandant si sa mère avait pris ses médicaments et portant sa femme pour traverser l'inondation. J'ai cru et j'ai vécu selon cette croyance pendant longtemps. Mais la confiance est comme une tasse en porcelaine. Quand elle est entière, on pense qu'elle est solide. Quand elle est fêlée, on sait qu'un seul mauvais geste peut la briser. Quand j'avais 21 ans, je suis tombée enceinte. Dans la province, avoir un enfant est un événement majeur, pas seulement pour le couple mais pour tout le clan. Le jour où le test de grossesse est revenu positif, mon cœur battait la chamade comme si je venais de finir de courir depuis l'autre bout du barangay. Je tenais le kit de test dans ma chambre, heureuse mais nerveuse. Heureuse parce que c'est ce que tout le monde attendait, nerveuse parce que j'étais encore jeune. Nous étions encore pauvres et les revenus du magasin ne suffisaient pas. Je suis allé à la cuisine. José était assis, tendant des nouilles instantanées à un client. J'ai posé le kit de test sur la table et j'ai chuchoté, « José, je crois que je suis enceinte. » Il m'a regardé, et après 3 secondes, ses yeux se sont agrandis. Il a ri bruyamment, ce qu'Aling a entendu de l'extérieur. « Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as gagné à la loterie, a-t-elle demandé. José s'est gratté la tête. Aling a été stupéfaite et ses yeux sont soudainement devenus rouges. Elle ne m'a pas serré dans ses bras comme dans les films. Elle a juste posé sa main sur mon épaule et a dit, « C'est une bénédiction. Prends soin de toi. C'est 9 mois. Ne sois pas trop dur avec toi-même. » Puis elle s'est détournée, faisant semblant de ranger les bouteilles de sauce de poisson sur l'étagère. Mais je l'ai vue essuyer rapidement ses yeux. Cette femme forte s'est adoucie en apprenant qu'elle allait avoir un petit enfant. Dans les mois qui ont suivi, la nourriture dans notre maison a changé. Aling cuisinait du porridge avec du pata, de la papaye et du poisson mariné pour que j'aie du lait. Quand j'avais des nausées matinales, la simple odeur de la sauce de poisson me rendait malade. Elle ne se fâchait pas. Elle faisait tranquillement bouillir de l'eau avec du gingembre et disait, « Tiens, mon enfant. La vie est comme une tasse tantôt chaude, tantôt froide. C'est comme ça la conception. Ça passera aussi. » Ce qu'elle disait était drôle et touchant. Elle n'avait pas beaucoup d'éducation, mais chaque mot qu'elle prononçait avait un sens. Rohan est né un matin à la fin de la saison des pluies. Le ciel était sombre et le vent était fort. Mon ventre se tordait. José a paniqué. Il a couru appeler une voiture. Il transpirait abondamment mais essayait quand même de me calmer. « Tu peux le faire? Je suis juste là. » Dans la salle d'accouchement, je m'entendais halter. Le médecin a dit, encore un petit effort. Et un grand cri a retenti. Un beau son. Le bébé était rouge et ridé, mais pour moi, il était tout mon monde. Aling a porté son petit-fils, souriant alors qu'elle avait des larmes dans les yeux. Elle a rendu tout le village fier de son petit-fils. Appelons-le Rohan pour qu'il puisse être fort n'importe où. José se tenait là, regardant l'enfant, puis moi. Merci, Maria. Tu as eu un moment difficile. Ces mots, quand je m'en souviens maintenant, me réchauffent et me blessent le cœur à la fois, car il y a des gratitudes qui ne peuvent pas sauver une vie quand le cœur d'une personne a changé. Les premiers mois avec notre fils ont été chargés mais heureux. Quand Rohan pleurait la nuit, je le portais. Aling allumait une lampe pour préparer le lait. Parfois, quand j'étais si fatigué que je m'endormais tout de suite, elle posait une couverture sur moi et chuchotait, « Dors d'abord, mon enfant. Tu as besoin de force pour demain. » Je pouvais l'entendre et pleurer. On dit que la relation entre une belle-mère et sa belle-fille est difficile, mais à l'époque, c'était comme si j'avais une seconde mère. La boutique Sari Sari était ouverte tous les jours. Quand Rohan a été un peu plus grand, je le portais dans un porte-bébé sur ma poitrine tout en vendant. Les clients m'encourageaient. La belle-fille d'Aling est diligente, elle vend tout en s'occupant de l'enfant. Aling souriait simplement. Ce n'est pas de la diligence, mais du travail acharné. Si nous n'agissons pas, comment mangerons-nous? Elle a commencé à m'apprendre à écrire dans un cahier plus proprement. Aling Nena ne doit plus de PHP. Elle doit noter la date de l'achat et quand payer.
Elle disait que même s'il s'agissait d'une petite somme, cela devait être clair. Un peso erroné peut être une erreur. J'ai hoché la tête. J'ai appris à calculer et à faire l'inventaire. Parfois je faisais des erreurs, mais elle ne criait pas. Elle pointait simplement l'erreur dans le cahier. Regarde encore. Sois prudente en tout. Une petite erreur peut causer un gros problème. C'est alors que j'ai remarqué une habitude étrange chez Alimté. Quand elle avait un peu d'argent en plus, même juste quelques pesos, elle le pliait et le mettait dans une enveloppe. Elle ne mettait pas cette enveloppe dans le magasin ni dans le placard. Elle la cachait dans un endroit secret. Quand je lui ai demandé, elle m'a simplement dit que c'était pour que quelqu'un puisse s'en servir en cas de besoin. Ses mots étaient légers, mais son ton était ferme. Il y avait des après-midi où il n'y avait pas de clients. Alimté s'habillait, se coiffait et disait « Je vais juste à la mairie. Tu t'occupes du magasin d'abord. » J'étais occupé à endormir Rohan, alors ma réponse était oui. Pourquoi pas? Dans la province, les gens vont à la municipalité pour divers papiers. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Mais un jour, Aline Lydia a acheté de l'huile de cuisson et a dit « J'ai vu ta belle-mère avec Monsieur Santos du bureau de l'évaluateur. Est-il de la municipalité ?» J'ai été un peu surprise. Oui. Peut-être qu'elle s'occupe juste de quelque chose. Aline Lydia a haussé les sourcils. Ah, je dis ça comme ça, la richesse est comme la fumée. Chanceux sont ceux qui savent être prudents. Je me suis forcé à sourire. J'ai ressenti un léger pincement au cœur, mais je me suis dit qu'il est normal qu'une mère anticipe. Nous étions pauvres, il était donc naturel qu'elle soit prudente avec l'argent. À ce moment-là, tout ce à quoi je pensais, c'était au lait et aux couches de Rohan et à la façon de ne pas manquer de provisions. Je n'ai pas posé de questions car, dans notre culture, une belle-fille trop curieuse à l'égard de sa belle-mère est considérée comme indiscrète. Dans les années qui ont suivi, Rohan a grandi. Il a 7 ans maintenant. Chaque fois qu'il l'appelait, Alimté souriait et disait « Viens ici, grand-mère va te donner un bonbon. » Puis elle se tournait vers moi et me rappelait « Élever un enfant, Maria, demande de l'amour et de la discipline. L'amour inclut la correction, mais il doit y avoir de la compréhension. » J'écoutais et je prenais à cœur ce qu'elle disait. Ma vie à l'époque, même si elle était chargée et limitée, était heureuse. Heureuse grâce au rire de mon fils, à l'aide de ma belle-mère et à un mari qui, d'une manière ou d'une autre, rentrait encore chaque soir, portant l'enfant et souriant à sa femme. Je ne savais pas qu'en ces jours que je pensais paisibles, ma belle-mère préparait discrètement une bouée de sauvetage pour moi et mon fils, et que je vivais mes derniers jours de silence sans m'en rendre compte. Un matin au début de l'été, il ne faisait pas encore chaud mais c'était déjà humide. Je me suis réveillé tôt pour cuisiner du porridge pour Rohan, servi avec un œuf bouilli. L'enfant a dit, quand maman fait du porridge, je perds mon envie de dormir. J'ai ri et j'ai pensé à lui acheter une glace plus tard. Alimté était encore forte à l'époque, bien qu'elle ait eu un peu mal à la tête à cause du changement de temps. Elle ne voulait pas voir de médecin. C'est juste un mal de tête. Ça disparaîtra aussi. Elle était debout dans le magasin, rangeant les bouteilles de sauce de poisson tout en calculant. Je l'ai regardée et je me suis senti aussi calme que d'habitude. Vers 7 heures, le nombre de clients a augmenté. Certains achetaient des nouilles instantanées, d'autres empruntaient de l'huile de cuisson. C'est comme ça chez nous, on est proches les uns des autres. Parfois, le paiement se fait à la fin du mois. Pendant qu'Alimté pesait du riz, elle s'est soudainement arrêtée. J'ai vu sa main trembler. J'ai pensé qu'elle était juste fatiguée, alors j'ai dit, tu peux te reposer, maman. Je vais le peser. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle a soudainement pâli et sa bouche s'est légèrement tordue. Elle a tenu son front, les yeux grands ouverts, et s'est soudainement effondrée. Son corps a heurté le bord de l'étagère et j'ai entendu un grand fracas. J'ai crié « Maman » et j'ai couru pour la rattraper. Les clients paniquaient. Quelqu'un a couru chercher de l'aide. Alimté ne pouvait plus parler. De la salive coulait du coin de sa bouche. Mes genoux étaient faibles. « Maman, tu m'entends ?» Aline Lydia, qui était une voisine, est rapidement arrivée et a crié « Ne la secouez pas. Gardez sa tête haute. » Elle semblait s'y connaître et je l'ai suivie. Mon cœur voulait bondir hors de ma poitrine. Rohan, qui était en chemin pour l'école, a entendu le cri et est revenu. Il s'est arrêté à la porte,
pâle. J'ai dit, Rohan, reste là. Ne t'approche pas. L'enfant s'est mordu la lèvre, les yeux rouges, mais il a obéi. Un conducteur de tricycle a aidé à emmener Alingté au centre de santé, puis directement à l'hôpital provincial. Sur le tricycle, je l'ai serré dans mes bras tout en entendant sa respiration laborieuse. Lydia était derrière, serrant Rohan. Rien de mal n'arrivera à ta grand-mère, mon petit. Mais sa voix tremblait aussi. À l'hôpital, maman a été immédiatement emmenée aux urgences. Je me tenais dehors, mes mains sentant l'antiseptique et mon esprit vide. José. Je l'ai appelé à plusieurs reprises. Au premier appel, personne n'a répondu. Au second, il a répondu avec colère. Qu'est-ce qu'il y a? Je travaille. J'ai dit rapidement, ma gorge me brûlant, maman a fait une attaque. Nous sommes à l'hôpital provincial. Peux-tu rentrer? Silence à l'autre bout du fil. Puis un long soupir. Une attaque? D'accord, j'irai voir. Les mots j'irai voir m'ont donné des frissons. Sa mère était aux urgences, mais la réponse de son fils sonnait comme s'il se demandait combien cela allait coûter. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang. Dans mon esprit, le dicton m'est revenu, en cas de besoin, on sait qui est réellement une personne. Je ne savais pas encore tout, mais j'avais entrevu un côté sombre. Le médecin a dit qu'Alingté avait survécu mais qu'elle avait des complications et nécessitait une surveillance étroite et une thérapie. Je voulais m'effondrer de joie et de peur. Heureuse qu'elle soit encore en vie, effrayée car je savais que tout allait changer. Quand on m'a autorisé à entrer, j'ai vu Alingté allongée, les yeux ouverts mais vides. Une partie de son corps bougeait à peine. Elle m'a regardé avec un air de désespoir qui m'a percé le cœur. Les jours suivants ont été un cauchemar. Le matin, j'emmenais Rohan à l'école. L'après-midi, j'allais à l'hôpital. La nuit, je gardais le magasin. Puis je revenais pour laver maman, lui donner ses médicaments et lui donner son porridge. Alingté avait l'habitude d'être physiquement méticuleuse. Maintenant, quand je l'aidais, elle s'agaçait non par colère, mais par honte. Parfois, elle essayait de cacher son visage pendant que je changeais sa couche. Il y avait des larmes dans ses yeux. J'essayais de dire, « Maman, ne pense pas à ça. Je suis ta belle-fille, mais je suis aussi ton enfant. » Elle a cligné des yeux et des larmes sont tombées sur l'oreiller. La facture d'hôpital, les médicaments et les frais de transport étaient comme un seau percé qu'on ne pouvait pas remplir. À cause de mes allers-retours, je négligeais le magasin. J'ai commencé à accumuler plus de dettes, et mon cœur brûlait de peur de ne pas pouvoir assumer les dépenses. José est rentré après 3 jours. Il est entré dans la chambre. Maman l'a regardé. Puis je l'ai regardé. Il n'a pas pleuré. Il a juste posé des questions comme s'il faisait des calculs. Qu'a dit le médecin? La dépense est-elle importante? J'étais stupéfaite. Je voulais lui demander s'il aimait sa mère, mais j'ai simplement dégluti. Maman a besoin d'une longue thérapie. Il y a aussi beaucoup de médicaments. Son front s'est plissé. Si c'est le cas, je dois trouver une plus grande source de revenus. Cette nuit-là, je l'ai entendu appeler quelqu'un, parler de partir, d'aller à Manille. J'étais allongé à côté du lit de maman, regardant le plafond blanc, et mon cœur se sentait vide d'épuisement. On dit que le sang est plus lourd que l'eau, mais parfois c'est l'eau qui vous soutient. Aline Lydia s'est occupée de Rohan et apportait parfois des légumes mijotés. Mange pour devenir plus forte. N'abandonne pas. Après une semaine, Alingté a été renvoyée à la maison. Je lui ai préparé un lit et j'ai acheté une chaise de bain. Chaque jour, je massais ses mains et ses pieds. Elle essayait de bouger ses doigts malgré la douleur. Tu peux le faire, maman. Sois juste patiente. Elle a hoché la tête. En même temps, José commençait à changer. Il s'énervait souvent à cause du désordre dans la maison, des ventes lentes et parce que je ne trouvais pas d'argent. Il est devenu silencieux, et chaque fois qu'il parlait, il semblait que son amour diminuait. J'étais très fatigué, mais j'essayais de maintenir la paix dans la maison parce que maman était malade et Rohan était encore petit. Je ne pouvais pas abandonner. Mais depuis la chute de maman, j'ai senti quelque chose tomber dans notre maison, la paix que je pensais stable. Et moi, même si je ne pouvais pas encore respirer, je devais apprendre à tenir sur mes 2 jambes.
Pour la première fois, José a abordé le sujet d'aller à Manille. Une nuit, il y a eu une panne de courant. Tout le barangay était dans le noir. Maman était allongée dans la chambre et, tandis que je l'éventais, je pouvais entendre sa respiration lourde. Juan était assis à côté de moi, en train d'écrire. « Maman, est-ce que grand-mère va guérir ?» Avant que je puisse répondre, José a pris la parole. « Je dois partir. » Ses yeux regardaient la cour sombre. « Combien gagnons-nous ici ?» Les médicaments de maman, les études de Juan. Comment pouvons-nous nous en sortir si nous restons comme ça? J'ai posé l'éventail. Où vas-tu? À Manille, sa réponse fut brève. Mon ami m'a invité. Le salaire est élevé. Je pourrais toujours envoyer de l'argent. Les mots « je pourrais toujours envoyer » m'ont percé le cœur. J'ai regardé maman. Ses yeux étaient ouverts. Je suis sûr qu'elle a tout entendu. Elle n'a pas parlé, sachant qu'elle ne pouvait pas arrêter son fils. Dans la province, le départ d'un homme signifie un changement de vie. Mais si c'est la vie ou le cœur qui changera, personne ne le sait. J'ai chuchoté, maman est faible. Qui va s'occuper d'elle? José a haussé les épaules. Toi? Qui d'autre? N'es-tu pas la belle-fille? Ces mots sonnaient comme une plaisanterie mais étaient aussi tranchants qu'un couteau. Je me suis mordu la lèvre. Je voulais répondre que je suis aussi sa femme, la mère de son enfant. Mais j'ai simplement ravalé mes paroles. Je ne voulais pas causer d'ennui pendant que maman était alitée. Maman a soudainement bougé. Elle a tenu la couverture et a regardé José pendant un long moment. Puis elle a dit d'une voix rauque, « Si tu pars, souviens-toi, ta mère est toujours en vie. N'abandonne pas ta femme et ton enfant. » Oui, a répondu José, évitant le regard de sa mère. Je me sentais nerveuse. C'était comme un verre d'eau qui semble calme, mais qui, au moindre souffle de vent, s'agite. Dans les jours précédant son départ, José était occupé. Il était toujours au téléphone avec quelqu'un et fouillait dans des papiers. J'ai demandé quel travail il allait faire, mais sa réponse a été que je le saurais une fois qu'il serait là-bas. Ne demande plus rien. Je suis fatigué. Je n'ai plus posé de questions. Comment s'entendre s'il ferme toujours la porte? Je me suis occupé de son transport, de ses vêtements et de ses médicaments. La nuit avant son départ, j'ai cuisiné un délicieux dîner. Après que Juan a mangé, il a serré son père dans ses bras. « Papa, est-ce que tu reviens ?» José lui a frotté la tête. Papa part pour gagner de l'argent et t'acheter un nouveau vélo. Les yeux de Juan se sont illuminés. Tu as entendu ça, maman? Papa va m'acheter un vélo. Je me suis forcé à sourire. Un vélo ne vaut rien comparé au mot « je resterai à tes côtés », mais José n'a pas dit cela. Le lendemain, je me suis réveillé tôt pour cuisiner. J'ai aidé maman à s'asseoir. Elle m'a regardé. Maman, as-tu des recommandations? Elle a chuchoté, prends soin de la maison. Ne laisse pas les autres nous sous-estimer. Puis elle s'est tournée vers José. Travaille honorablement. Ne sois pas avide. José a pris son sac. Je lui ai donné une enveloppe avec un peu d'argent. Il l'a prise et l'a mise dans sa poche. Je pars. Prends soin de maman. N'oublie pas ses médicaments. Il a embrassé Juan rapidement. Nous l'avons accompagné dehors. Le bus attendait au coin. José est monté et a fait un signe de la main. J'appellerai, a-t-il crié pour que tout le monde l'entende. J'ai hoché la tête. Je ne voulais pas y croire complètement, mais parfois une femme de la province doit simplement s'en tenir à ses promesses. Juan a couru après le bus. Papa, s'il te plaît, rentre vite. J.O. Se a souri et la porte du bus s'est fermée. Il s'est éloigné, laissant derrière lui de la poussière et du bruit. Je suis resté là, non par tristesse, mais parce que j'avais l'impression que la maison derrière moi s'était soudainement agrandie et vidée. Je suis entré et j'ai entendu maman tousser. Juan m'a touché. Maman, donnons des médicaments à grand-mère. D'accord, ai-je dit. Tant qu'on s'aime, on peut tout surmonter. Mais cet après-midi-là, j'ai appelé José pour lui demander s'il était arrivé. L'enregistrement disait, l'abonné ne peut être joint. J'ai rappelé. Toujours la même chose.
C'était tard dans la nuit quand il a envoyé un SMS, « Je suis arrivé ». Rien de plus. J'ai posé le téléphone, regardant le porridge bouillir. Le feu est brillant, mais mon cœur se refroidit lentement. Soudain, maman a appelé. Marie. J'ai couru. Il a tenu ma main et a dit, « Dans la vie, ne crois pas les paroles, crois les actions ». Je ne pouvais pas répondre. J'ai juste serré plus fort sa main. Dehors, le vent hurlait. J'avais l'impression de commencer une nouvelle phase de ma vie, une phase où je devais être une belle fille, une mère et mon propre soutien. Au cours du premier mois, José a disparu. Il restait un peu d'espoir dans mon cœur. Il appelait le soir et je pouvais entendre du bruit derrière lui. Il disait qu'il était dans une petite pièce avec des amis. Il demandait comment allaient maman et Rohan. J'étais heureuse, je me sentais comme une personne assoiffée qui avait enfin bu de l'eau. Maman pouvait maintenant bouger ses doigts, et Rohan ne pleurait plus à l'école. Je disais, d'accord, et il répondait. Puis il raccrochait parce qu'il disait que quelqu'un l'appelait. Même si l'appel était court, je me disais qu'il était normal d'être occupé. À la fin du mois, il a envoyé 20 000 PHP. Pour les citadins, c'était peu, mais pour moi à l'époque, c'était comme une bouée de sauvetage. J'ai acheté des médicaments et du poisson pour maman. Pendant que je la massais, je lui ai dit, « Nous allons acheter des médicaments, maman ». Elle n'a pas souri, elle a juste soupiré. Elle était comme ça, elle ne montrait pas beaucoup d'émotion, comme si elle avait peur que sa joie puisse disparaître. Quant à Rohan, dès que quelqu'un appelait, il accourait immédiatement. « Est-ce que c'est papa, maman ?» P. Parfois, José passait un appel vidéo. Rohan lui montrait sa lettre et son nouveau téléphone. José souriait et le félicitait, mais disait ensuite qu'il était occupé et raccrochait. Rohan souriait toujours, mais je regardais l'écran noir et mon cœur ressemblait à un verre vide. Les mois suivants, il a continué à envoyer de l'argent, mais petit à petit, la somme a diminué de 10 000 à quelques milliers, puis encore moins. La raison était qu'il prétendait qu'il déduisait beaucoup de son salaire. Je le croyais parce qu'une belle fille de province est habituée à être patiente et à attendre. J'ai concentré mon attention sur le magasin. Chaque jour, je comptais chaque centime. Parfois, quand il y avait beaucoup de gens qui empruntaient de l'argent, je disais simplement, « D'accord, je vais le noter. Payez-le d'ici la fin de la semaine. » Ensuite, j'avais l'impression que mon cœur était pincé parce que la liste des dettes s'allongeait, mais la facture des médicaments n'attendait pas. Aline m'a vu en difficulté. Une fois, elle a dit, « Ne prends pas tout sur toi, mon enfant. Cela finira par te hanter. » J'ai essayé de sourire, sans admettre à quel point c'était dur. Elle est restée silencieuse un moment, puis a parlé, « Dans la vie, il y a de la joie et il y a des épreuves. Ce qui est effrayant, ce sont ces gens qui ne veulent que le plaisir mais ne veulent pas des épreuves. » J'ai fait semblant de ne pas comprendre de qui elle parlait. Au 8e mois, les appels de José sont devenus rares une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines. J'envoyais par SMS, « Comment vas-tu » Sa réponse était toujours, « Bien ». J'écrivais, « Maman s'ennuie de toi ». Sa réponse était une scène, c'était étrange. Il n'était pas en colère, mais on se sent comme si on rétrécissait, comme si on s'accrochait à une corde alors que l'autre personne lâche prise lentement. Un jour, Rohan étudiait et a soudainement demandé, « Maman, pourquoi papa n'appelle-t-il plus » J'étais stupéfaite. Il est occupé, mon fils. Rohan a froncé les sourcils. Mais il ne se souvient pas de nous. La question d'un enfant est comme une aiguille. J'ai tourné le dos pour qu'il ne voie pas mes yeux. Aline Lydia est arrivée juste à temps. Elle a vu mon visage et a demandé, « Est-ce qu'il envoie toujours de l'argent » J'ai fait signe que oui. Elle a forcé un sourire. Même s'il envoie de l'argent, si le cœur n'y est plus, c'est quand même difficile. Oui, fut tout ce que j'ai dit. Et puis, le jour que je redoutais est arrivé. Un appel au milieu de la nuit. Je venais de m'endormir quand j'ai vu le nom de José et j'ai été choqué. Après avoir répondu, j'ai entendu sa voix en colère. « Qu'est-ce que tu fais ? Les factures d'électricité et d'eau ont augmenté. J'envoie de l'argent et puis tu le dépenses comme ça ? Pourquoi y a-t-il toujours un manque ? » Je me suis assise, essayant de baisser la voix. « Les médicaments de ta mère ont été complétés par des vitamines.
Les frais de scolarité de Rohan sont tous répertoriés. Répertoriés. Tu fais tellement de mélodrames. Je me tue au travail ici, et toi tu ne fais que garder le magasin et tu ne peux même pas joindre les deux bouts. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je me suis souvenu des nuits où je veillais sur sa mère, vendant des marchandises pendant que Rohan dormait sur mon dos. Et maintenant, j'avais l'impression d'être traité de gloutonne. Je ne fais pas de mélodrame, ai-je dit. Je prends juste soin de notre mère et de notre enfant. N'appelle pas si souvent. J'ai besoin de calme pour travailler, a-t-il lancé. J'étais sidéré. Il a besoin de calme pour travailler. De quoi sa femme et son enfant ont-ils besoin pour survivre? Avant que je puisse répondre, il a raccroché, me laissant dans la maison sombre. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Si vous étiez là, mes amis, je veux juste vous demander, si vous étiez Maria, que feriez-vous? J'ai posé le téléphone. Mes mains étaient froides. J'ai regardé dans la chambre de maman, je savais qu'elle était réveillée. Elle n'a pas posé de questions, mais je l'ai entendue soupirer. Je l'ai serrée dans mes bras. Rohan a chuchoté dans son sommeil, « Papa ». Je l'ai serré plus fort. On dit, quand un homme aime sa fille, il aime aussi sa femme. Alors, s'il devient insensible à sa femme, aime-t-il encore son enfant? Je ne pouvais pas dormir. Je n'ai pas pleuré, mais j'avais l'impression que quelque chose vidait la chaleur de mon cœur. J'avais encore un magasin à ouvrir, une mère dont je devais m'occuper et un enfant à élever. Mais j'ai commencé à comprendre, le problème n'était pas seulement l'argent. Le problème, c'est quand la personne sur qui vous comptez vous considère comme un fardeau. Le lendemain, je me suis réveillé plus tôt. Les mots n'appellent pas si souvent résonnaient dans mon esprit. J'ai nettoyé le magasin, mais mes mains tremblaient. Je me suis occupé de maman. Avant que Rohan ne parte, il m'a serré dans ses bras. Maman, tu étais triste hier. Je me suis forcé à sourire. Juste un peu, mon fils. Alors que j'ouvrais le magasin, le téléphone a sonné. C'était José. Allô, ai-je dit. Envoie 30 000 PHP tout de suite. J'ai cru avoir mal entendu. Pourquoi faire? Mon ami en a besoin. Si je ne peux pas les envoyer, je serai embarrassé. Sa voix ressemblait à un ordre. J'ai regardé le magasin. 30 000 équivalait à un mois de médicaments, de riz et de scolarité. José, nous manquons déjà de tout. Je sais que le tien est pour la maison, mais le mien est pour la survie. Si je suis embarrassé, nous allons tous souffrir. Ces paroles ressemblaient à une menace. Donne-moi jusqu'à l'après-midi. Je trouverai un moyen. Maintenant, a-t-il dit. J'en ai besoin maintenant. Et il a raccroché. J'étais étourdi. La caisse du magasin était vide. J'ai commencé à emprunter à mes voisins. J'avais honte. Quelqu'un a donné, quelqu'un a promis. Quand j'ai réuni les 30 000, je les ai immédiatement envoyés à José. Son message était simplement « d'accord ». C'était comme si j'avais jeté de l'argent dans un puits sans un bruit. Je pensais que c'était fini. Après 3 jours, José a rappelé. Envoie 200 000. J'ai failli lâcher le téléphone. Où puis-je trouver ça? J'ai une opportunité d'affaires. Si tu ne m'aides pas, elle disparaîtra. Quelle affaire? Ne te mets pas en travers de mon chemin. J'ai soupiré et je suis allé dans la chambre de maman. Elle était réveillée. Est-ce qu'il demande encore de l'argent, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a fermé les yeux, des larmes coulant sur son visage. C'est mon fils, mais je ne peux pas l'arrêter. Je m'en occupe, maman. Elle a secoué la tête. J'ai commencé à emprunter à des connaissances avec des notes formelles et des intérêts. Ma main tremblait en signant. Après avoir envoyé l'argent, José a envoyé un message, ne me fais pas la leçon. Quand Rohan est rentré de l'école, il a demandé, est-ce que papa a encore demandé de l'argent? J'ai été surprise. Comment le sais-tu? Je t'ai entendu. Pourquoi n'est-ce pas lui qui nous envoie de l'argent? J'étais sans voix. Comment pouvais-je répondre sans gâcher l'image qu'il avait de son père? Papa est en difficulté en ce moment. Ce soir-là, Aline Lydia m'a dit, Maria, un homme qui demande toujours de l'argent a un problème.
Ce n'est pas des affaires. J'ai peur aussi, mais je n'ai pas de preuves. Dans ce cas, garde tout au message, appelle, cache tout. Tu en auras besoin. C'est là que j'y ai vraiment réfléchi. J'ai ouvert mon téléphone. Pour la première fois, je n'ai pas supprimé les messages. J'ai commencé à prendre des captures d'écran et à noter les dates et les heures. La nuit, pendant que Rohan dormait, j'ai réalisé que je ne devais pas être naïve. Je devais être intelligente pas pour me battre, mais pour survivre pour ma mère, mon fils et moi-même. Depuis ce jour, j'ai vécu comme si je marchais sur un fil. Pendant la journée, je vends des marchandises, mais dans mon esprit, je suis toujours nerveuse. Et peu de temps après, José a rappelé. Envoie-moi 1,5 million. C'était comme si on m'avait versé de l'eau glacée dessus. José, où puis-je trouver ça? Qui? Ça ne te regarde pas. Si tu ne peux pas aider, reste en dehors de ça. Et il a raccroché. Je suis resté là, le cœur battant. Qui était-ce, maman, a demandé Rohan. Juste un client, mon fils, ai-je menti. Cet après-midi-là, un client s'est mis en colère parce que je lui avais demandé de rembourser son prêt. Je n'ai pas d'argent pour payer. Si tu ne veux pas prêter d'argent, ferme ta boutique. Je voulais dire que c'était mon seul moyen de survivre, mais cela ne mènerait qu'à une dispute. Ce soir-là, José a envoyé un message, je rentre à la maison demain. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que ce n'était pas par amour. Je suis allé dans la chambre de maman. Elle a vu mon visage. Combien, a-t-elle demandé. Je lui ai dit le montant. Elle a fermé les yeux en pleurant. C'est ma faute. Ne dis pas ça, maman. Quand il viendra à la maison, ne te dispute pas avec lui. Sois calme, mais reste forte. Je ne veux pas que Rohan soit pris au milieu. Cette nuit-là, Rohan m'a entendu pleurer. Maman, si papa se bat avec toi, je serai à tes côtés. Je l'ai serré dans mes bras. Je ne voulais pas qu'il vive cela, mais il mûrissait vite à cause de nos problèmes. J'ai allumé le téléphone et j'ai trié les preuves. Dans l'autre chambre, maman a toussé et a tenu ma main. Maria, il y a des moments où il faut endurer, et des moments où il ne le faut pas. L'arbre veut être tranquille, mais le vent ne s'arrête pas. Tu comprends? J'ai hoché la tête. J'ai vu une détermination dans ses yeux. Le lendemain, pendant que je vendais, j'ai entendu un bruit dans la chambre de maman. Je suis entré, elle était allongée là, pâle, luttant pour respirer. Aline Lydia est arrivée. Appelle une voiture. Rohan était sidéré. Grand-mère va à l'hôpital. Mon fils, attends-moi chez Aline Lydia. À l'hôpital, j'ai appelé José. Personne n'a répondu. L'hôpital a demandé un acompte, et je n'avais pas d'argent. Aline Lydia me l'a donné. Ne sois pas gêné. Ce qui compte, c'est sa santé. C'est là que j'ai réalisé que le dicton selon lequel un mari est celui sur qui on s'appuie est un luxe que je n'avais pas. Ma voisine était mon soutien. Le médecin a dit, préparez-vous. C'était la deuxième fois que j'entendais cela, mais ça faisait toujours mal. Quand maman a repris connaissance, elle a chuchoté, Rohan. Il va bien, maman. Elle a regardé mon sac. J'ai compris. J'ai pris les papiers qu'elle avait cachés. Maria, a-t-elle dit, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne le laisse pas découvrir. Ne signe rien. N'écoute pas les gens que tu ne connais pas, pardonne-moi d'avoir un tel fils. Ce n'est pas ta faute, maman. Ce soir-là, José a appelé. Maman est à l'hôpital, ai-je dit. Comment va-t-elle? Est-ce grave? Je serai là demain, a-t-il dit. Le lendemain, José est arrivé. Sa première question a été, a-t-il des papiers? J'étais pétrifié. Sa mère était sur le point de mourir, mais tout ce qu'il avait en tête, c'était de la paperasse. Avant que je puisse répondre, Aline l'a regardé et a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Soudain, le téléphone de José a sonné. Il est sorti. Je l'ai entendu dire, oui, je suis à la maison. Je vais vérifier. Ne me presse pas. Une voix à l'autre bout du fil a dit, si tu ne règles pas ça, on va avoir des ennuis. Je me suis figé. Ce n'était pas la voix d'un proche. Cet après-midi-là,
Aline s'est éteinte en silence. Sa main dans la mienne est soudainement devenue plus légère. José a regardé un instant, puis s'est détourné. J'ai discrètement retiré mon alliance et je l'ai mise dans ma poche. Après 3 jours de deuil, José m'a parlé. Parlons de la maison. Nous sommes encore en deuil. Nous allons vendre la maison et la boutique. Où allons-nous vivre? J'ai besoin d'argent. Tu n'es qu'une belle fille. Rappelle-toi, cette maison appartient à ma mère. Les mots « tu n'es qu'une belle fille » m'ont fait l'effet d'être jeté au sol. Je suis aussi ta femme et la mère de Rohan. J'ai pris soin de ta mère pendant 8 ans pendant que tu étais parti. Je ne signerai pas. Tu as pris soin d'elle parce que tu vivais ici. Ne te fais pas d'illusions. J'ai discrètement activé l'enregistreur vocal dans ma poche. Si tu veux vendre, sois clair. Qui va acheter? Au nom de qui est le titre de propriété? Quelqu'un viendra demain. Ne m'arrête pas. Le lendemain, il est venu avec un homme nommé Rico. Il voulait que je signe, mais j'ai refusé. Ils avaient besoin d'un témoin, alors, craignant ce que les autres diraient, José a appelé Meng Nestor, un ancien respecté. Pourquoi vends-tu? A demandé Meng Nestor. J'ai besoin d'argent, a dit José. Comment vont ta femme et ton enfant? J'ai pris la parole. Il me force à vendre la maison alors qu'il est endetté. J'ai des preuves. Meng Nestor a regardé José. Tu ne peux pas forcer ta femme. Tu dois assurer leur bien-être. José s'est mis en colère et est parti. Aline Lydia m'a dit, à partir de maintenant, sois prudente. Il avait montré son vrai visage. Cette nuit-là, j'ai encore entendu José au téléphone. Oui, je vais régler ça demain. Ne me presse pas. Une voix a répondu, s'il n'y a pas de signature, ça va être difficile. Le lendemain, je lui ai dit ce que je pensais depuis longtemps. Rompons. Il a ri. Qui essaies-tu de faire peur? Comment peux-tu vivre sans moi? Je ne te fais pas peur. C'est ma condition. J'accepte de vendre la maison, mais tu signes les papiers du divorce. Rohan reste avec moi, et sur l'argent de la vente, je prendrai 2 parts sur 10 pour Rohan et moi-même. Il était stupéfait, faisant le calcul dans sa tête. Seulement 2 sur 10? D'accord. La procédure a commencé. J'ai apporté toutes les preuves, messages, enregistrements vocaux et une liste de dettes au commandant de police Reyes. Le jour de la vente chez le notaire, j'étais calme. José était agité. Quand il a reçu l'argent sur son compte, il s'est immédiatement levé. Je m'en vais. Pourquoi faire? Où est-il? Il est sorti en appelant quelqu'un. J'ai envoyé un SMS au commandant Reyes, la cible est partie pour le terminal de bus. Au terminal, de loin, je l'ai observé. Avant qu'il ne puisse entrer, 3 hommes l'ont approché. Il a essayé de courir mais n'a pas pu. Ils l'ont rattrapé. Il a crié, « Qu'est-ce que vous faites ?» Puis il m'a vu. « Maria, c'est toi qui m'as dénoncé. Tu es une traîtresse. » Je me suis approché. « Je ne t'ai pas dénoncé. Tu t'es dénoncé toi-même. Tu m'as trompé. Tu m'as forcé à signer. Nous avons rompu parce que tu as choisi l'argent plutôt que nous. Te souviens-tu de la dernière chose que maman a dite? Ne sois pas cupide. Point. Il était sidéré. Ils l'ont mis dans la voiture. Un claquement de porte bruyant a mis fin à 8 ans de ma vie. Une semaine a passé. Le commandant Reyes m'a appelé. José est mort. J'étais sous le choc. Quoi? Il était accro à la drogue depuis longtemps. Quand il a été arrêté, son corps n'a pas supporté le manque. Il est mort en prison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri. J'ai juste ressenti un immense vide. Les mauvaises actions ont une punition correspondante, mais quand ce n'est pas comme au cinéma, c'est juste une fin triste. À l'enterrement de José, Rohan m'a demandé, « Est-ce que papa m'aime ?» Il t'a aimé autrefois, mon fils. Mais le mal l'a entraîné. Une personne forte est celle qui sait s'arrêter. Suivant les souhaits de maman, j'ai vendu la propriété légalement. Je n'ai pas eu 1 million de plaisir, j'étais simplement en paix. Nous avons quitté la province, non pas parce que je la détestais,
mais parce que nous avions besoin d'un nouveau départ. Nous sommes allés à Sébu. Je n'ai pas acheté une grande maison, j'ai acheté un petit terrain et construit quelques chambres à louer et une petite entreprise pour nous permettre de vivre. Dans notre nouvelle maison, Rohan a demandé, « Maman, est-ce qu'il n'y a personne pour nous déranger ici ?» Je l'ai serré dans mes bras. « Plus personne, mon fils. À partir de maintenant, nous vivrons en paix. » J'ai installé un petit autel pour aligner et allumer une bougie. Je n'ai pas demandé la richesse, j'ai juste demandé que mon fils dorme bien. Notre vie est simple maintenant. Le matin, j'entends les vagues s'écraser au loin. Je vends quelques produits de première nécessité. Comme d'habitude, Rohan étudie et joue. Parfois, il pose des questions sur sa grand-mère. Je lui dis à quel point elle l'aimait. Chaque nuit, en écoutant le vent, je me souviens de ces 8 années. La vie est comme la mer, parfois calme, parfois agitée. Mais après tout, je comprends que la paix n'est pas gratuite. Elle est le résultat de la sagesse, du courage de s'arrêter et de demander de l'aide quand c'est nécessaire. La leçon que j'ai apprise, l'amour doit avoir des limites. La patience doit être à la bonne place. Et l'honneur ne devrait jamais être échangé contre de l'argent. Si vous avez appris quelque chose de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine fois.